Nous sommes maintenant en compagnie de Marc Janson, qui est directeur botanique des Jardins Majorels de Marrakech. Marc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la Cité des Sciences et l'Industrie pour cette première édition de Botanica. Alors, on parlera un petit peu plus tard de vos anciennes attributions. On va commencer par ce que vous faites aujourd'hui. Marc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites précisément à Marrakech? Eh bien, à Marrakech, je travaille pour un jardin qui s'appelle le Jardin Majorel, qui est un jardin qui a été créé au début du XXe siècle, commencé en 1924, par un peintre qui a ensuite été beaucoup influencé par un grand couturier qui s'appelait Yves Saint-Laurent et son partenaire qui s'appelait Pierre Berger. Donc, c'est un lieu qui est marqué par une esthétique très forte, par une histoire très forte. C'est un lieu dans lequel, comme certains jardins, on trouve une grande diversité de plantes. Mais, si vous voulez, c'est un jardin qui, jusqu'à présent, manquait d'une approche beaucoup plus scientifique, beaucoup plus botanique autour de ces collections végétales. Et donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pour mission ici à Marrakech de développer une approche, de développer une méthodologie et de développer des contenus autour de la valeur scientifique des plantes qui sont présentées dans le jardin, de réfléchir aussi à la place que ces plantes représentent pour le patrimoine marocain, le patrimoine naturel du Maroc, et travailler à créer un message, à apprendre aux visiteurs à peut-être mieux regarder les plantes et faire véritablement leur connaissance dans un jardin qui, jusqu'à présent, manquait de ce genre de médiation. D'accord, très bien. Donc, toutes les plantes sont issues du Maroc, mais du Maroc uniquement? Non, c'est justement un jardin qui a été voulu comme exotique, dans lequel on va trouver beaucoup de cactus, beaucoup de palmiers, beaucoup de bambous, par exemple, qui sont principalement des espèces exotiques. Et l'idée d'un lieu comme celui-ci, c'est bien sûr de garder cet héritage, parce qu'il a à dire sur l'histoire du Maroc, sur l'histoire d'étrangers qui ont vécu au Maroc, l'histoire d'un grand artiste qui était Jacques Majorel, d'un autre grand artiste qui était Yves Saint-Laurent, mais pour lequel on manque justement d'une approche sur le patrimoine marocain, sur ce jardin marocain créé au Maroc a à dire sur le patrimoine marocain. Et l'idée, c'est de faire évoluer justement ces collections, garder cette part d'histoire et d'esthétique exotique, mais aussi faire une place à ce que, au XXIe siècle, ces plantes endémiques ou emblématiques du Maroc peuvent avoir à dire à un public qui est de plus en plus curieux et de plus en plus demandeur de ce genre d'informations. Alors, quelles sont-elles justement ces plantes? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques illustrations pour que le public puisse se faire une idée de ce qu'on peut y trouver? Alors, le Maroc est quand même le pays d'Afrique du Nord qui a la flore la plus riche du fait de la structuration du pays qui s'étend quand même du nord au sud sur plusieurs milliers de kilomètres. Un pays qui est aussi marqué par évidemment une façade sur la Méditerranée, une façade sur l'Atlantique, la chaîne de l'Atlas, bien sûr. Donc, on a une grande diversité des écosystèmes et une grande diversité des climats. Ce qui est évidemment propice à une grande diversité de plantes. C'est un pays qui se caractérise dans sa partie sud, par exemple, par des zones plutôt arides ou semi-arides, dans lesquelles on peut trouver beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qu'on ne rencontre qu'au Maroc. J'ai eu la chance, il y a une quinzaine de jours, d'être sur le terrain pour commencer à rapporter des plantes vivantes, des plantes en herbier, des plantes sous forme de graines pour enrichir nos collections et aussi pour documenter toute cette structuration de la végétation marocaine. On trouve par exemple un dragonnier qui est unique au Maroc, qui pousse dans des falaises, dans un site assez inaccessible qui est le Djebel Imzi. Et ce dragonnier illustre aussi assez bien tout le travail de botanique qu'il reste à faire, puisqu'il a été décrit pour la première fois à la fin des années 90, alors que c'est une plante qui, à l'état adulte, peut faire jusqu'à 10-12 mètres de haut. Donc, c'est aussi une belle illustration de ce qui reste à faire en termes de botanique dans un pays comme le Maroc, qui pourtant a été quand même beaucoup collecté et beaucoup étudié scientifiquement. Très bien. Quelles sont les vertus des plantes que vous avez, les principales, va-t-on dire, les principales vertus des plantes que vous avez découvertes là-bas, au Maroc? Alors, moi je suis scientifique, hein, donc je m'intéresse essentiellement à l'observation, à la description et à la dénomination du vivant. Donc, les vertus qu'elles ont, ce serait d'avoir les caractéristiques qui les définissent, morphologiquement parlant, anatomiquement parlant, ça c'est plutôt mon travail. Après, effectivement, ce que vous soulevez, c'est très intéressant, c'est que dans un pays comme le Maroc, et dans de nombreux pays du continent africain et ailleurs dans le monde d'ailleurs, les plantes jouent un rôle très 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 important encore dans la médecine populaire, la médecine traditionnelle. Elles jouent aussi un grand rôle évidemment dans l'outil artisanal, enfin tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut valoriser autour des fibres ou autour de certaines feuilles, de certaines écorces des plantes marocaines, mais c'est un domaine qui est beaucoup plus réservé à l'ethnopharmacologie ou à l'ethnobotanique, donc je suis moins qualifié pour vous parler de ce genre de choses.
Bien sûr. Vous évoquiez tout à l'heure donc les collections qu'on peut y trouver. Et il se trouve, je crois que vous travaillez aussi à la constitution d'un herbier au Jardin Oui, Majorel. donc, documenter la flore marocaine, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'introduire dans les collections vivantes qui sont ici présentes dans le jardin pour pouvoir parler, bien sûr, aux visiteurs internationaux que nous avions avant la crise, mais aussi évidemment au public marocain qui nous rend visite de plus en plus nombreux et nous en sommes très heureux. Mais c'est aussi documenter cette flore en gardant la mémoire de l'existence de ces plantes. On sait tous qu'un pays comme le Maroc va être particulièrement impacté, comme tout le bassin méditerranéen d'ailleurs, par les grands changements qui nous attendent et qui ont déjà commencé. On sait par ailleurs que plus spécifiquement, c'est au niveau des précipitations, de la quantité de précipitations annuelles que le Maroc va être beaucoup touché, avec une diminution significative dans les décennies qui viennent de la pluviométrie au Maroc. Et donc garder les traces de ces plantes, être capable de dire que tel jour, à tel endroit, eh bien, nous avons pu rencontrer cette plante. C'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour documenter l'aujourd'hui, c'est-à-dire l'état de la flore marocaine aujourd'hui, mais surtout, c'est un outil très précieux pour les générations qui viendront dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans, et qui seront face à des flores qui seront bien différentes de celles que l'on peut voir aujourd'hui. Et donc, c'est un outil absolument essentiel pour documenter et pour comprendre les changements qui vont affecter ces flores. Et ça passe par la constitution d'herbiers, qui sont donc des outils qui peuvent paraître comme appartenant au passé, puisqu'inventés au XVIe siècle, mais qui n'ont jamais été autant précieux et autant d'actualité. Justement, vous me tendez une perche puisqu'il se trouve que vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, vu que jusqu'à une période récente, vous étiez encore le directeur de l'herbier national du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Est-ce que vous pourriez nous présenter succinctement ce grand herbier national que les gens méconnaissent? Alors, succinctement, c'est un peu difficile, mais je vous promets de faire un effort. Alors, on peut commencer par les superlatifs. C'est probablement l'herbier le plus grand au monde, avec 8 millions de spécimens. Il y en a probablement un peu plus, puisque c'est une collection qui s'enrichit constamment. Donc, je l'ai quitté depuis quelques années, donc d'autres spécimens sont arrivés entre-temps. C'est une collection qui est là pour documenter l'ensemble du monde végétal, c'est-à-dire les algues, les mousses, les fougères, les plantes à fleurs, les conifères, mais aussi des champignons qui ont été retirés du domaine purement botanique au fur et à mesure des découvertes scientifiques du 19e et du 20e siècle, mais qui sont toujours associés historiquement aux collections botaniques. Et c'est un outil absolument extraordinaire, puisque dans ces grands herbiers, donc cet herbier national conservé au Muséum, au Jardin des Plantes à Paris, on trouve des plantes qui viennent littéralement du monde entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays ou une région du monde pour lequel la flore ne soit pas représentée dans nos collections. Et c'est un outil très utile puisqu'il permet d'identifier les espèces, puisqu'il va en définir aussi les caractéristiques, puisque la plupart des spécimens ont un nom d'espèce qui est associé. Donc, on a en quelque sorte un portrait des différentes espèces connues ou moins connues aujourd'hui à la surface du globe. Et surtout, il a cette puissance, puisque j'évoquais avec vous tout à l'heure aussi le fait qu'un herbier, c'est aussi un lieu précis du monde avec une date précise de collecte qui nous permet rétrospectivement de comprendre comment, entre hier et aujourd'hui, ces collections, et en tout cas la flore du monde a évolué entre ce qui a pu être collecté au XVIIIe siècle par des explorateurs qui arrivaient, je ne sais pas, au Brésil ou dans certaines îles de l'océan Indien. Eh bien, on peut faire une étude rétrospective par rapport à aujourd'hui et voir les espèces que l'on rencontre encore et les espèces que l'on ne rencontre plus malheureusement, soit parce qu'elles ont disparu, soit parce qu'elles se sont déplacées ou parce qu'elles ont été modifiées par tel ou tel impact climatique ou humain. Alors, je crois que l'herbier compte un peu plus de 8 millions de spécimens, hein, c'est bien ça? Oui, la dernière estimation, c'est environ 8 millions, mais c'est une collection qui s'enrichit en permanence. Des collectes que l'on peut faire. Par exemple, les collectes que j'ai pu faire au Maroc il y a quelques jours, eh bien, des doubles seront envoyés à l'herbier de Paris. Donc, c'est à la fois les chercheurs du muséum qui l'enrichissent, mais aussi les chercheurs du monde entier qui partagent avec les institutions internationales le fruit de leurs travaux et de leurs recherches. Et elle a vraiment vocation à s'enrichir, puisque comme vous l'avez compris, elle sert à documenter les espèces, mais aussi à documenter les changements de la flore. Et donc, il est très important pour documenter ces changements d'avoir les collectes des siècles passés, mais de continuer à l'enrichir avec des collectes actuelles pour pouvoir avoir ces études rétrospectives. J'imagine que énormément de chercheurs profitent de cette formidable atlas du vivant. Absolument, il y a énormément de chercheurs internationaux qui nous rendent visite en temps normal, c'est-à-dire hors crise que nous connaissons tous. Bien évidemment, je vais me permettre d'élargir un petit peu, d'élargir la focale d'une certaine manière. Donc, c'est évidemment un trésor pour les chercheurs, mais selon vous, ces dernières années, quelles ont été les principales découvertes qui ont été effectuées sur le monde végétal?
Alors, sur le monde végétal, il y a ce qui fascine plus les gens, c'est-à-dire toutes ces histoires autour de ce qu'on a appelé l'intelligence des plantes, qui est un fait majeur, hein, je le sous-estime pas du tout. Toutes ces histoires de communication, le livre de Wolleben sur les connexions que peuvent avoir les arbres, etc. Ça, c'est une tendance lourde qui parfois est faite de nouveautés, de nouvelles découvertes, qui parfois est faite de choses qui avaient été découvertes des décennies avant, mais qui avaient moins reçu peut-être d'éclairage médiatique. Cependant, moi, ce qu'il me tient à cœur de dire, c'est que ces dernières années ont été découvertes des dizaines et des dizaines de nouvelles espèces de plantes, que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup moins à la fois les médias, mais aussi les décideurs et peut-être aussi en partie le grand public. Mais ce que je tenais à dire, c'est qu'il n'y a aucune découverte scientifique sur telle ou telle espèce de plantes, de champignons, même d'animal, si on n'a pas d'abord la première étape essentielle qui est la dénomination et la description de cette espèce. Vous ne pouvez pas travailler sur la molécule extraite d'une espèce si vous ne connaissez évidemment pas cette espèce. Et donc, il y a tout ce domaine de la taxonomie, ce travail un petit peu fastidieux, qui utilise aussi une partie de technologies assez anciennes comme les herbiers, par exemple. Bien sûr, il utilise aussi des outils moléculaires, des outils phylogénétiques à partir de programmes d'ordinateurs, etc. Donc, je ne veux pas du tout dire que ce n'est pas une science qui est ancrée dans le présent, elle l'est absolument, mais c'est une science qu'on a tendance à oublier, pour laquelle on forme très très peu de spécialistes chaque année, et pourtant une science qui est absolument essentielle, parce que n'oublions pas que l'essentiel des espèces n'a pas été décrit sur notre planète. L'énorme quantité de travail pour décrire le monde vivant autour de nous, il ne fait que commencer malheureusement. Et je dis malheureusement parce que dans le même temps, eh bien évidemment, toutes ces espèces, elles sont en train de disparaître puisqu'on entre dans cette crise d'extinction de la biodiversité. Et c'est un peu ce paradoxe qui, pour moi, est quand même aussi une source d'inquiétude parce que beaucoup d'espèces disparaissent avant qu'on ait pu les décrire. Et je trouve très dommage que malheureusement, cet aspect peut-être un peu moins sexy de la science soit malheureusement trop peu développé et trop peu mis en avant par les médias, mais même si on voulait parler honnêtement, la politique de recrutement des chercheurs à l'échelle d'un pays comme la France. On l'aura compris à travers vos propos, c'est fondamental au sens premier du terme. On est vraiment absolument, là. Absolument. Au fondement de tout ce qui peut se faire justement ensuite. Ce travail de recollection est fondamental. Et justement, j'ai une question, encore une fois, parce que je méconnais profondément ce domaine-là. Conserver au sein d'un herbier tous ces spécimens, ça doit représenter quand même une véritable gageure. Sous quelle forme prend cette conservation, justement? Alors, cette conservation, elle évolue aussi avec le temps, hein. On a la chance en France, à Paris notamment, d'avoir un des herbiers les plus modernes au monde, puisqu'il a été intégralement rénové entre 2007 et 2012-2013, rénové dans la façon dont les collections sont maintenant conservées, avec des conditions de conservation qui ont été grandement améliorées, avec une température contrôlée, une hygrométrie contrôlée, une collection qui a été intégralement numérisée, ce qui fait qu'on peut avoir accès aux spécimens, évidemment complètement gratuitement et librement, à partir d'un site internet sur les collections botaniques du muséum, ce qui fait qu'on peut avoir accès aux spécimens en les regardant simplement sur une photo sans avoir à forcément les manipuler, ce qui a aussi un impact sur une meilleure conservation de ces spécimens. Et effectivement, c'est très important de développer tous les efforts possibles pour bien conserver cette collection, puisque à la fois elle a eu une utilité dans le passé pour la description des espèces. Aujourd'hui, elle continue à avoir cette utilité, mais s'ajoute à cet usage tout cet aspect de documentation et de compréhension de l'évolution des flores, ces espèces que l'on rencontre dans certains endroits du monde que l'on rencontrait, peut-être qu'aujourd'hui on ne les rencontre plus, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis surtout, il y a encore 1000 usages possibles que l'on ignore. Évidemment, quand Lamarck, au 19e siècle, au début du 19e siècle, constituait, enfin au 18e et début du 19e siècle, constituait un herbier, il n'avait aucune idée qu'un jour, peut-être, on pourrait en extraire de l'ADN ou en extraire des composés phytochimiques. Et donc, au fur et à mesure des découvertes scientifiques et de l'évolution de l'histoire des sciences, ces collections peuvent développer ou en tout cas être la base d'usages que l'on ignore encore complètement aujourd'hui. Donc, il y a bien sûr l'extrême utilité des usages d'aujourd'hui et il y a aussi la mine de ressources qu'une collection comme celle-là peut représenter demain. Donc, c'est effectivement extrêmement important de continuer à conserver ces spécimens qui sont assez modestes en apparence, hein, puisque c'est un papier de 40 cm sur 30, en gros, sur lequel vous venez attacher une plante qui a été séchée et pressée, donc des plantes qui sont présentées en plus ou moins 2 dimensions. Bien sûr, il y aurait beaucoup d'exceptions à citer, mais on va rester sur ce principe-là. Et donc, finalement, c'est assez modeste, mais c'est d'une extrême valeur scientifique. Alors, je vais sans doute vous poser une question d'une extrême naïveté.
Je vous demande de ne pas vous moquer de moi. Mais justement, je pensais à ces plantes qui ont désormais disparu, mais dont il demeure manifestement des spécimens. Dans vos rêves les plus fous, serait-il possible d'envisager une renaissance de ces espèces disparues d'une manière ou d'une autre? Y a-t-il des chercheurs qui se penchent sur le sujet aujourd'hui? Oui, il y a des projets qui continuent. Alors, pas forcément sur l'idée d'un Jurassic Park, puisqu'évidemment, on veut toujours coller sur les plantes des exemples animaux. Donc, ça va pas être forcément, pour le moment en tout cas, en extrayant des cellules d'une plante séchée pour essayer de recréer son espèce qui aurait disparu. C'est plutôt en travaillant sur des graines, puisque parfois les plantes qui sont collectées contiennent encore des graines dans leurs fruits. Et à partir de ces graines, alors parfois des graines qui sont très vieilles, puisque certains de ces spécimens ont été collectés pour la dernière fois il y a des décennies, voire des siècles, mais c'est plutôt l'idée d'aller à partir des graines, essayer de réactiver les embryons qui sont conservés dans ces graines pour pouvoir faire renaître des espèces qui auraient disparu. Après, comme toute politique de conservation des espèces, il ne faut pas oublier que faire renaître des espèces, c'est une chose, mais si elles n'ont plus leur place parce que leurs écosystèmes d'origine ont été complètement dévastés, il faut quand même aussi se poser cette question-là, c'est-à-dire faire renaître des espèces, c'est très bien, mais quel est leur avenir en milieu naturel et existe-t-il tout simplement cet avenir? Très bien. J'ai une dernière question à vous poser. L'herbier national du Muséum d'histoire naturelle de Paris est-il ouvert au public? Alors non, il n'est pas ouvert au public pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, c'est-à-dire de conservation des spécimens, c'est-à-dire il y a quand même certaines pratiques, il y a une façon de les manipuler, de les tenir, ces spécimens, donc il faut quand même un minimum de formation. Deuxièmement, la présence du public pourrait modifier les paramètres de contrôle climatique et de contrôle d'hygrométrie que j'évoquais aussi avec vous avant, donc il n'est pas possible d'accueillir du public en quantité importante. Il y avait une galerie de botanique au rez-de-chaussée du bâtiment qui permettait au grand public de s'imprégner en quelque sorte de ces collections, de leur diversité, de leur valeur, de leur esthétique aussi, bien sûr. Mais malheureusement, elle a été fermée. Donc aujourd'hui, c'est un lieu qui est difficile d'accès. Et le fait justement d'avoir lancé cette campagne de numérisation des collections permet-elle au grand public d'avoir accès à cette connaissance? Absolument, le grand public peut avoir accès à ces collections qui ont été donc numérisées, donc il peut avoir accès à ces collections en photographie, en quelque sorte, sur Internet. Il peut aussi participer à un grand effort de poursuite de la saisie des données qui sont associées à ces spécimens, puisque sur ces photos de spécimens, on peut aussi lire les étiquettes, puisqu'à chacune de ces plantes séchées sont associées des étiquettes qui précisent le lieu, la date de collecte, éventuellement les usages qui en sont faits. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être associées. Et on a besoin du grand public aussi pour nous aider à continuer à renseigner toutes ces données, à les saisir dans la base de données. Ce site, il s'appelle les Herbonautes. Donc, j'invite les gens qui nous regardent aujourd'hui à contribuer à ce grand effort scientifique de documentation des collections. Il y a aussi quand même une magie autour de l'aspect beaucoup plus physique de ces collections. C'est un peu comme cet entretien qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il serait probablement plus riche si on était en face à face et si on pouvait interagir avec le public, comme on dit aujourd'hui, en physique. Donc il y a aussi quand même toute la dimension esthétique et physique de ces spécimens qui est quand même aussi importante et qu'il ne faut pas négliger. Écoutez, je pense, Marc, que le message est passé, l'invitation est passée. Et effectivement, je crois qu'il est nécessaire que le grand public puisse se saisir de cette connaissance-là. La connaissance est vraiment quand même la première pièce de l'édifice du respect et je crois qu'on en a énormément besoin aujourd'hui. Merci infiniment, Marc, d'avoir participé à cette première édition de Botanica. Merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.